Bonjour et bienvenue dans cette leçon qui traite de la régulation industrielle. Pour aborder cette thématique, nous allons nous référer à la régulation de température. La température n'est que le résultat d'une mesure quantitative de l'état de chaleur. Elle a pour unité le Fahrenheit aux États-Unis et le Celsius en Europe et autres pays. De nombreuses régulations gèrent des applications analogues telles que la température, la pression et le débit. Mais la régulation de la température est la plus utilisée en industrie et reste indispensable pour des procédés industriels comme la combustion efficace utilisée dans des fours électriques, la fermentation dans des industries brassicoles, la calcination dans le processus de traitement d'eau et la distillation dans les processus pétroliers, ceci à l'aide d'un dispositif appelé régulateur. Un régulateur de température régule les dispositifs de chauffage et les dispositifs de refroidissement. En régulation industrielle, les automaticiens utilisent le plus souvent des termes comme set point, en abrégé SP, pour déterminer la valeur de la température souhaitée dans un système. Process value, en abrégé PV, qui identifie la température actuelle mesurée par un capteur. La valeur manipulée, en abrégé MV, qui détermine la valeur qui doit être envoyée pour commander le dispositif de chauffage ou de refroidissement en sortie, afin d'augmenter ou de diminuer la température. La régulation de la température fonctionne comme suit. Nous avons un capteur thermique qui mesure la température du four ou de l'élément régulé. Le contrôleur qui est le régulateur de température, il récupère la température du four mesurée par un capteur thermique, la compare avec la température réglée et allume l'élément chauffant lorsque la valeur actuelle est inférieure au point de consigne. En gros, l'entrée mesure la température du four à l'aide du capteur thermique. Le régulateur évalue en comparant la valeur actuelle avec celle désirée au point de consigne et la sortie allume ou éteint l'élément chauffant. Généralement, avant de soumettre un objet à une régulation de température, les ingénieurs font des tests sur l'objet pour déterminer sa capacité calorifique, sa caractéristique statique, sa caractéristique dynamique, son comportement face à des perturbations extérieures. Pour déterminer ces caractéristiques, c'est très simple, car nous le réalisons tous les jours dans nos cuisines sans le savoir. Prenons pour exemple la situation consistant à chauffer une même quantité de nourriture avec la même puissance, mais dans des récipients de cuisson de taille différente. Dans une telle situation, le contenu du récipient de cuisson le plus petit va bouillir en premier, ce qui nous amène à comprendre que plus la capacité calorifique d'un objet est petite, plus il est facile de le chauffer. Donc la capacité calorifique est égale à la quantité de chaleur requise pour augmenter un objet de 1 degré Celsius ou de Fahrenheit. Pour déterminer sa caractéristique statique, chauffons le même contenu de nourriture dans le même récipient de cuisson en même temps. Et cette fois, nous allons jouer sur la puissance de chauffage. Nous observons que la température augmente plus rapidement avec une puissance de chauffage forte et son état stable sera atteint plus rapidement. Ce qui signifie qu'en fonction de la puissance de chauffage, la température stationnaire diffère. Cette relation entre la puissance de chauffage et la température stationnaire est appelée caractéristique statique d'un objet. Maintenant, si nous changeons le matériel de cuisson, on observe que la vitesse de la montée de température varie d'un pot fait de terre à un pot fait de fer ou de cuivre, ce qui explique la caractéristique dynamique d'un objet. Une autre caractéristique d'objet qu'on observe le plus souvent en automatisation industrielle, c'est le comportement de l'objet face à une perturbation externe. La température chute rapidement si nous versons de l'eau froide dans notre récipient de cuisson, dans lequel une certaine température a été maintenue en chauffant. Sachons qu'il existe deux méthodes de régulation, à savoir la régulation on-off et la régulation PID. Dans la régulation on-off, la température est simplement réglée en allumant ou en éteignant l'élément chauffant. En particulier, le régulateur allume l'élément chauffant lorsque la température est inférieure au point de consigne. Il éteint lorsque la température dans le système est supérieure au point de consigne. D'après cet échantillonnage, on observe un phénomène récurrent
tels que le dépassement et le pompage. On constate aussi que moins ce phénomène se produit, mieux la régulation est. Étant donné que cette méthode de régulation provoque des dépassements et des pompages, celle-ci est uniquement utilisée pour des régulations simples de température qui ne nécessitent pas une haute précision, comme c'est le cas avec la régulation PID, dans laquelle l'élément chauffant augmente lentement jusqu'à atteindre le point de consigne. Avec la régulation PID, nous sommes capables de conserver une température constante avec une haute précision après avoir atteint le point de consigne. Raison pour laquelle les caractéristiques de régulation PID sont globalement meilleures que la régulation on-off, car elles ne causent aucun dépassement ou pompage. PID, c'est une méthode de régulation qui se réalise par une combinaison de 3 actions constantes. L'action P, l'action I et l'action D. Notons tout de même que si ces 3 paramètres ne sont pas réglés de manière appropriée, les caractéristiques de régulation seront susceptibles d'être de qualité inférieure par rapport à la régulation on-off. Vérifions à présent chaque action de la régulation PID. L'action P, encore appelée étendue proportionnelle, permet de réguler les dépassements et les pompages provenant de la régulation on-off. Ces constantes spécifient la largeur de l'étendue proportionnelle autour du point de consigne. Exemple, sur ce graphe, le point de consigne désiré est de 100 degrés Celsius et la constante de l'étendue proportionnelle est réglée à 20 degrés Celsius. L'étendue proportionnelle s'étend donc entre 90 degrés et 110, ce qui veut dire que, quels que soient les écarts de pompage liés à la régulation on-off, elles ne pourront pas dépasser les 110 degrés Celsius. Puisque l'action P laisse des erreurs appelées décalage par rapport à la valeur de consigne, on l'associe à l'action intégrale qui se chargera de corriger cette erreur. C'est pour cela que, pour obtenir une meilleure régulation, on associe à ces deux conditions ou à ces deux actions l'action dérivative dont l'objectif est de retrouver rapidement le statut de régulation lorsqu'il existe une perturbation externe. L'action dérivative détecte rapidement la pente correspondant au changement de température et en fonction du taux, il augmente la puissance de sortie de l'élément chauffant afin de se remettre rapidement d'un changement soudain de température dans le milieu. L'action D n'est pas utilisée de façon indépendante. Elle est utilisée en combinaison avec l'action P et l'action I pour donner PID. Nous voici arrivés au terme de cette leçon où nous avons appris les méthodes de régulation. Dans la deuxième partie associée à la pratique de ce cours, nous allons faire 2 applications, une basée sur la régulation on-off et une régulation basée sur PID.